aujourd'hui. Chaque année, l'Association des architectes du patrimoine, qui regroupe les architectes diplômés de l'école de Chaillot, organise une conférence débat. Le sujet cette année est patrimoine et tourisme culturel en vertu des divergences, en lien avec le thème retenu pour le Salon du patrimoine culturel 2017. Donc un salon du patrimoine sur le thème du tourisme culturel peut paraître évident aujourd'hui, mais témoigne d'une réelle évolution des mentalités. Ce rapprochement fut longtemps tabou et il reste un sujet de débat entre professionnels et spécialistes. La France accueille aujourd'hui 86 millions de visiteurs, de touristes par an, et le tourisme culturel est devenu de fait un enjeu majeur dans notre pays, dans un contexte économique difficile où le patrimoine reste malheureusement le parent pauvre des arbitrages budgétaires. L'Association des architectes du patrimoine a réuni autour de la table 3 acteurs importants du patrimoine pour traiter du sujet. Laurent Mazui, vous êtes à la fois archéologue de formation, artiste plasticien, mais surtout aujourd'hui expert scientifique du patrimoine bâti au sein de la direction de l'urbanisme de la ville d'Orléans. Vous coordonnez depuis plusieurs années l'aspect scientifique d'un vaste projet de renouvellement urbain, de restauration des façades, notamment depuis 2000 environ. Donc vous nous présenterez ce travail très important réalisé depuis maintenant 17 ans sur la ville d'Orléans. Et puis Didier Rickner, à ma droite. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, puisque vous êtes de formation ingénieur agronome, historien de l'art, et puis également un acteur aujourd'hui incontournable de la sensibilisation et de la sauvegarde du patrimoine en France. Vous avez créé le site La Tribune de l'Art, qui accueille aujourd'hui par mois plus de 60 000 visiteurs uniques. Donc un site tout à fait remarquable et très couru. Jacques Moulin, à ma gauche, donc vous êtes architecte du patrimoine, diplômé en 1983, architecte en chef des monuments historiques. Vous avez été le maître d'œuvre de nombreux projets de restauration et de valorisation du patrimoine. Vous cherchez à concilier démarches du développement touristique et d'ouverture au public avec la conservation du patrimoine. Vous êtes intervenu sur l'enceinte de Provins, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, également sur le portail de Saint-Ayoul de Provins avec une intervention sur le tympan sculpté, à Blandy-les-Tours, le château fort en ruine qui aujourd'hui accueille de très nombreux visiteurs. Vous êtes également l'architecte qui a dessiné le château de Guédelon, ce château médiéval en cours de construction, de plan médiéval en cours de construction, et puis également vous êtes sur de nombreux autres projets dont on parlera tout à l'heure. Alors je vais d'abord laisser la parole à nos 3 invités. Nous aurons l'occasion de débattre et d'échanger avec nos invités dans un deuxième temps. Monsieur Mazui, je vous laisse la parole. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vais vous présenter la campagne de ravalement de la ville d'Orléans, que la ville mène depuis maintenant 2002, et qui, comme toute campagne de ravalement, quand elle veut être efficiente, s'inscrit dans un programme plus large d'embellissement du centre-ville, de l'hypercentre historique. On pourrait passer à diapo ou passer... Voilà. Je vous ai fait un petit texte et tout, pour ceux qui pourraient un peu s'ennuyer à mes paroles, et qui résume un peu les choses. Donc le cadre général, il est ici scandé par ces 5 tirés, ces 5 énumérations. C'était naturellement un centre-ville qui était extrêmement dans son jus, très sale, des rues cabochées, des ensembles où l'entretien n'avait pas été fait depuis des années. Beaucoup de façades étaient restées avec leur enduit du 19e siècle, des pans de bois. Il y avait bien eu une campagne de ravalement qui avait été menée dans les années 80 sur une mode dite rustique ou solognote, mais sans grand bouleversement.
Donc, la municipalité qui arrive en 2002 décide donc de redonner fierté aux Orléanais de son centre-ville à partir donc d'une campagne qui consiste à embellir, à végétaliser et à mettre notamment en valeur le patrimoine, avec deux autres points importants, qui est naturellement d'optimiser les espaces publics, c'est-à-dire, il faut comprendre ça, la création d'un quartier piéton dans l'hypercentre, hein, dans l'enceinte, dans l'espace de l'ancienne enceinte gallo-romaine, donc environ 15 hectares, qui va se faire au fur et à mesure des années, qui est marqué par un travail sur les espaces publics avec le pavage à partir de pierres de soupe, donc de calcaire dur type Berchère, de ce centre, donc une sorte de signalétique, de tapis de sol signalétique, dans lequel va s'inscrire la campagne de ravalement. Puis aussi un autre point qui est important, l'ouverture de ce centre-ville sur la Loire, puisqu'Orléans a toujours tendance à se retourner au nord, donc à tourner dos au fleuve, et puis après elle revient sur le fleuve, elle retourne un peu d'une façon un peu schizophrénique. Et là, en 2002, le projet est d'ouvrir une grande place de Loire, qui est donc accolée au quai, et de réaménager ces quais de façon à installer un plateau technique susceptible d'accueillir des animations, des promenades, tout un ensemble de développement à usage du tourisme et des Orléanais. Voilà, d'autres éléments, hein, accueillir le Jones en centre-ville, puisque la ville d'Orléans a le privilège d'avoir sa fac à la source, donc à 10 km, hein, dans un espèce de campus à l'américaine, donc faire venir ces gens, cette fraîcheur un peu et ce dynamisme. Voilà les quelques points dans lesquels s'inscrit cette campagne de ravalement de façade, qui débute une fois que l'espace public est fait. La ville donne l'exemple. Elle fait l'espace public, remet les réseaux, et elle dit après, à tout propriétaire qui n'a pas ravalé sa façade depuis 10 ans selon le code de l'urbanisme, de ravaler sa façade selon des critères qui sont inscrits dans un règlement anciennement ZPPUP, très précis, et qui stipule que toute modification de façade doit revenir sur un de ses états historiques. Donc ça, c'est en quelque sorte la règle. Les propriétaires se font notifier naturellement par lettre, et puis ils ont 1 an pour les monopropriétés et 2 ans pour les copropriétés pour entamer ce travail de restauration, de ravalement, en fait un travail de restauration, sachant naturellement qu'on peut donner des délais supplémentaires pour caler les choses. L'important, c'est que contact soit pris et que l'ensemble soit sur les rails. Concrètement, le pétitionnaire, donc le syndic ou le propriétaire unique, prend rendez-vous avec l'équipe patrimoniale, et donc nous lui diagnostiquons, nous lui expertisons sa façade et nous lui donnons un cahier des charges de façon à mettre en concurrence les entreprises. Car aucune entreprise n'est validée pour intervenir à l'intérieur de son centre-ville. Toutes les entreprises restent, enfin toutes les demandes, les mises en concurrence restent de droit privé. Hein. Tout ce qu'on demande aux propriétaires, naturellement, c'est de s'assurer que l'entreprise est capable de réaliser les travaux du cahier des charges qui lui est donné en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Alors à cela, on a 2 patrimoines qui se dégagent. Vernaculaire, un patrimoine dit courant, qui travaille surtout sur le travail de l'enduit, du second œuvre, première œuvre. Et puis on a un patrimoine dit singulier, c'est comme ça que nous l'avons baptisé, dont les monuments historiques font partie, mais qui est un patrimoine qui, par sa position paysagère ou sa nature, son matériau, son caractère spectaculaire ou original, va donc avoir un traitement un peu particulier. Là, on n'a pas une simple expertise. À ce moment-là, on déclenche des études de façon à définir l'évolution de cette façade, son identité. 2 études, soit des fiches patrimoine que je réalise personnellement, et soit des études un peu plus poussées, notamment sur les techniques, que nous confions à notre service archéologique municipal. Donc là, on a véritablement un appareil critique qui se dégage et qui se met en place. Voilà. À partir de ces études, naturellement, on remet un cahier des charges, et puis voilà. L'autre originalité peut-être d'Orléans, avec la collaboration des différents architectes des bâtiments de France qui se sont, j'en suis à mon 3e, qui ont participé à cette aventure, c'est que la ville réalise le contrôle scientifique et technique avec l'architecte des bâtiments de France. C'est-à-dire que, je vais y arriver, à chaque fois qu'on a une étape de restauration, on vient valider les travaux au fur et à mesure des différents corps de métier. De façon à s'assurer une chose très simple, c'est qu'une fois que la façade est ravalée, quand nous sommes face à la conformité, on n'arrive pas en disant « Eh bien, c'est magnifique, vous refaites l'enduit, il n'est pas bon ». Il y a eu une incompréhension. Donc on a, d'une façon très pragmatique, mis en place ce système-là, c'est-à-dire qu'après piquetage, la façade est visitée,
hein. La façade est diagnostiquée, réexpertisée, le cahier des charges est réévalué, parce qu'il y a des éléments naturellement qu'on ne peut voir que le nez dessus, les états sanitaires des pierres, de tout un ensemble de choses comme ça. Puis après arrive le premier œuvre, le deuxième œuvre, car la campagne de ravalement touche l'intégralité de la façade, premier et second œuvre, des lucarnes, corniches, gouttières, évacuation d'eau, pour des raisons évidentes de maîtriser éventuellement des détériorations ultérieures. Voilà. Alors les images, c'est ça directement, c'est ça. Top. Oh, c'est magnifique. Voilà. Donc là, je vous ai fait la grande théorie, hein, un peu longue, excusez-moi. 4 images simplement pour vous placer d'une façon bien modeste. Cette campagne de ravalement s'adresse à toute catégorie de bâtiments. Hein. C'est tous les bâtiments non ravalés depuis 10 ans. Donc on va du bâtiment qui a été fait en 1980 au plus ancien qu'on connaisse, c'est-à-dire du XVe siècle pour la ville d'Orléans. Là, vous avez un exemple de bâtiment avec son état avant le ravalement. C'était un bâtiment qui avait déjà été ravalé dans les années 1970-1980, d'où ces garde-corps tubulaires années 50, les fenêtres et puis comment on appelle ça, les volets à lame métallique. Voilà. Et puis à côté, vous avez la réalisation après ravalement. Donc là, le travail est naturellement de remettre en place toute la modénature de pierre, de découvrir qu'il y a en effet des arcades qui étaient masquées dans le premier état, dans l'état 1970, de les remettre en scène naturellement en signalétique, si j'ose dire, pas en fonction, puisque derrière des usages ont changé. Et de conserver par contre l'état 1950, c'est-à-dire entièrement le registre de fenêtres et du second œuvre, volet garde-corps. Donc là, on a quelque part un ravalement en fait qui vient se placer comme en 1970, avec une petite différence, on remet un enduit patrimonial et on fait réapparaître quelques modénatures. Vous voyez que ça peut être quelque chose d'assez conservatoire par rapport à l'état qui nous est donné, ou des éléments beaucoup plus radical au niveau des transformations. Autre exemple qui illustre le caractère de revenir à un état historique du bâtiment. Vous avez ici le bâtiment donc, qui a une fois ravalé, hein, donc, qui est une modénature 19e, qui est donc à l'imitation de la pierre, posée sur un pan de bois qui est lui étudié. Donc vous avez l'élément, le dessin programmatique sur votre gauche. Vous voyez que ce bâtiment qui est du second XVIe siècle est en R+1 et qu'au XIXe siècle, le bâtiment a donc été densifié, a été surélevé. À ce moment-là, on est sur un pan de bois il a été surélevé naturellement au moment de l'état de mise en enduit de la façade, donc de la modénature imitation pierre. Donc à ce moment-là, il n'est pas question de faire réapparaître le pan de bois, quel que soit son intérêt et sa qualité, mais on conserve la cohérence historique, d'où cet élément entièrement en enduit, modénature, volet à persienne, baguette de mouluration pour l'arrêt. Les rez-de-chaussée ont souvent des traitements un peu particuliers puisqu'ils sont liés à d'anciens commerces remis, redéveloppés, retravaillés. Et là, on les conserve des fois d'une façon un peu dissonante par rapport au reste de la façade. Autre exemple, des bâtiments de la reconstruction. Donc, ce sont des bâtiments sur votre gauche sur les quais d'Orléans, dont le ravalement est un des plus compliqués parce que c'est souvent des enduits projetés, des enduits qu'on a du mal à refaire, des enduits qui se sont énormément salis et que même un nettoyage avec des techniques à froid ou à l'eau ne permettent pas de remettre l'éclat. Donc il y a tout un travail de nettoyage de ces enduits. Si on n'y arrive pas, de reprojeter un enduit le plus proche et de travailler toute la modénature, notamment tout le travail de coloris qui ornait l'ensemble des entourages béton de ces bâtiments. Hein. Donc on a des jeux extrêmement subtils de ton sur ton entre des jaunes, des tons un peu gris, des entourages qui sont remis en jaune, les portes naturellement de garage qui elles-mêmes participent à l'économie générale de l'esthétique de la façade. À côté, là c'était un des bâtiments qui ouvrait la diapositive d'entrée et tout. Vous avez un pan de bois, alors là il était sous-enduit à l'origine. On fait tomber l'enduit, une étude archéologique est programmée de façon à garder les éléments documentaires, puis il est refait dans un de ses états historiques, en l'occurrence l'état du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les fenêtres sont déplacées, sont réouvertes, toutes les fenêtres hautes ont été réouvertes, les fenêtres ont été dédoublées selon ce que nous disait la façade.
On a la couleur qui vient se mettre, qui est donc un des grands registres ornementaux du XVIIIe siècle, avec l'avancée dans les petites fenêtres ou à l'intérieur des croix de Saint-André de panneaux de vitraux qui viennent se mettre au droit du plan de la façade et quittent leur feuillure intérieure pour venir au-devant, pour ménager la place de volet à l'intérieur. Donc ce sont des petits détails. Vous voyez, on ne va pas forcément dans la campagne de ravalement revenir sur l'état d'origine, mais celui qui nous semble éventuellement le plus intéressant par rapport aussi au projet du propriétaire ou des propriétaires, et aussi éventuellement le plus acceptable en termes de contrariété par rapport aux usages du bâtiment. Vous imaginez bien que si on reperce une fenêtre là où vous avez la cloison de la cuisine, ça pose un léger problème. Donc on essaye d'adapter l'état historique de façon à cette faisabilité et à cette continuité du vivre, du bien vivre à l'intérieur de l'usage du bâtiment. Sur cet exemple, je préciserai simplement, mais vous l'avez bien compris, mais je réaffirme avec beaucoup de force parce que c'est extrêmement important, il n'y a pas de traitement, si vous voulez, esthétique de la façade. La façade nous dit, et on la remet tel qu'on peut l'évaluer, avec naturellement des petits écarts de matériaux. Pour les couleurs, ce sont des peintures, on ne remet pas des pigments. Voilà, donc il y a des petits détails qui déforment un peu certains aspects esthétiques de la façade, mais nous n'avons, c'est-à-dire que si demain je découvre du rose, je ferai du rose. On n'a en aucune manière la subjectivité. On a essayé de vider le maximum la subjectivité, à la fois de l'élu qui peut avoir un atermoiement face à une belle rue qu'il aimerait bien plus comme ça qu'autre chose, le pétitionnaire qui voudrait bien que ce soit au nanan, et puis aussi les architectes ou certaines libertés que peuvent avoir les architectes du bâtiment de France. Donc on est au maximum de l'exactitude du bâtiment. Dernier exemple, enfin double exemple, un bâtiment donc 19e dans le grand marché des Halles. Donc là, on a à nouveau la reprise du premier œuvre, du second œuvre. La restauration, il a de tout un ensemble d'autres gammes patrimoniales telles que les marquises, voilà, j'y arrive, les marquises ou les enseignes, voilà. Et à côté, vous avez une autre réalisation où on a un ensemble de 3 bâtiments, un qui va être traité en pan de bois mais en enduit sur la rue descendante parce qu'il avait le même phénomène de rehausse, alors qu'il était très intéressant. C'était un des rares pans de bois qui avait un traitement à la fois au naturel, à la fois coloré des bois, et pour des raisons commerciales et avec des asymétries de poutres peintes. Mais voilà, l'état historique, il est augmenté, ça nous suffit. On a les photos, on a tous les ensembles et maintenant on revient sur une cohérence. Le bâtiment d'angle qui est du début du XVe siècle, qui est refait dans son état XVIIIe, avec naturellement toujours ce traitement du rez-de-chaussée qui est toujours particulier parce que dissonant par son usage et par son histoire. Et puis à côté, un autre bâtiment, toujours cette fois de 1530, je crois, et qui est refait dans son état 18e, avec cette fois la peinture, un gris bleuté, qui est entièrement repris sur l'ensemble de la façade. Cette rigueur scientifique entraîne des fois un certain nombre de désagréments ou de surprises. C'est pour ça que je voulais terminer par ce bâtiment. Le gris, naturellement, pour le propriétaire, a été extrêmement agressif d'assumer une façade ripollinée en gris, si vous me permettez. Ça a déclenché les foudres des élus, qui ne comprenaient pas qu'on pouvait avoir un beau pan de bois en refaisant la peinture. Mais justement, c'est ça qui me semble intéressant dans cette campagne, et j'en aurais terminé, c'est que par cette rigueur et cette identification de chaque façade qui revient sur un de ces états historiques, ce que nous fabriquons, ce n'est pas une continuité visuelle, mais plutôt une espèce d'art expressionniste, d'art d'une succession de facettes qui crée des asymétries et des perspectives chahutées dans un retour des matériaux à l'intérieur d'une rue. On n'a pas le parti pris de dire là on va privilégier sur tout ce flanc le XVIIIe siècle, un autre élément ou tel autre. Voilà. Dernière image. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était l'équipe. Parce que j'insiste bien sur cette chose, c'est que tout cet ensemble ne peut être fait que par une grande transversalité, des moyens appropriés. Cette équipe de campagne de ravalement, que je vous laisse découvrir un peu les différents intervenants, naturellement s'enclenche ou s'intègre dans un comité de pilotage qui gère la totalité du réaménagement du centre-ville, qui a été enrichi dernièrement d'un label Ville d'art et d'Histoire pour mettre en musique tout cela. Merci. Merci Laurent Mazui.
Vous aurez certainement l'occasion tout à l'heure de nous parler des motivations des élus dans cette démarche. Je donne la parole donc à Didier Rickner. Alors, juste une transition avec ce que je vais dire sur la ville d'Orléans, que je connais un petit peu, puisque j'y suis visité rendu. Et j'ai trouvé effectivement que le travail qui était fait, qui est montré là, est assez remarquable. Il y a eu une petite parenthèse qui aurait pu être tragique, qui ne l'a pas été, c'était la rue des Carmes, où là, il n'était plus question de savoir on prend un gris, un pain, un grès, etc. Non, on casse tout. Ça ne s'est pas fait grâce au nouveau maire, je dois dire que... Et je pense que si la ville d'Orléans fait ça, c'est bien sûr pour ses habitants, mais c'est certainement aussi pour les touristes. Quand on vient dans une ville d'art et d'histoire, quand on vient à une ville ancienne, on veut voir une ville ancienne. On ne veut pas forcément voir une ville cassée, qui avait déjà été très abîmée par les bombardements, et que... Voilà. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, la ville d'Orléans est un modèle pour le moment, enfin, peut-être pas sur tous les points, on pourra en parler également, mais largement. Moi, je voudrais dire que d'abord que patrimoine et tourisme, pour moi, ça peut aller très bien ensemble. Je suis un touriste, très fréquemment. Vous êtes tous des touristes. Donc, après tout, il n'y a pas de raison que le tourisme ne fasse du mal au patrimoine. Sauf que le patrimoine et le tourisme, ça peut être formidable pour le patrimoine et ça peut être la catastrophe. Donc, il y a tous les cas. Donc, je pense que c'est une question de mesure et une question d'objectif. Alors, moi, je vais prendre un premier exemple. Voilà. Je vais prendre un premier exemple qui est Versailles. Versailles veut attirer des touristes. Il veut attirer tellement de touristes que quand vous allez dans la grande galerie pratiquement toutes les saisons, d'abord vous faites une file d'attente pas possible, et après vous arrivez dans la grande galerie, vous êtes comme dans le métro. Je ne vois pas beaucoup de touristes qui voudraient ça, mais quand même ils veulent voir Versailles, ils veulent faire Versailles. Versailles, c'est indispensable, donc on va voir Versailles. Et on fait Versailles dans des conditions épouvantables, et surtout, pour adapter Versailles au tourisme, pour faire venir plus de touristes, et bien là, c'est nuisible au patrimoine. Voilà un exemple typique de la destruction de patrimoine à cause de la volonté de faire venir plus de touristes. Je prends l'exemple de la grille que vous connaissez, une grille qui n'existait plus depuis le XVIIIe siècle, qui a été reconstruite de manière un peu, en se basant sur des documents, certainement, mais des documents qui étaient tous différents, donc il fallait choisir un parti pris, donc c'est forcément pas le parti pris d'origine. Quand on la voit de près, on voit en plus qu'elle a quand même quelques soucis d'authenticité. Mais cette grille, non seulement on l'a fait parce qu'on dit que ça va, c'est beau, ça va attirer les touristes, mais aussi parce que ça guide les touristes. C'est-à-dire que les touristes, derrière, on dit ils sont sous douane. J'aime pas du tout cette expression qui est utilisée. Là, c'est vraiment pour moi, c'est le patrimoine et le tourisme à son état le pire. C'est-à-dire que sous douane, on fait payer les gens, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'il y en ait un maximum, mais que leur confort de visite soit bon. On n'en a rien à faire. J'aurais pu prendre pire à Versailles. J'aurais pu prendre l'aile du four, la vieille aile, le pavillon du four, qui a été faite pour accueillir les touristes, pour les accueillir mieux, pour qu'ils fassent moins la file d'attente. Allez à Versailles en ce moment, vous verrez que la file d'attente elle est toujours aussi longue. On a à Versailles complètement détruit une ancienne aile en plein cœur du château pour construire une espèce de hall, de gare ou d'hôtel qui peut ressembler à un hôtel des Émirats, ce qui est à la mode actuellement. Et on a fait ça pour les touristes. Et ça n'a gêné personne. Donc voilà, ça c'est un exemple du tourisme qui est contre le patrimoine. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi les touristes viennent tous à Versailles, ils viennent tous dans les chambres du roi, dans les appartements de la reine, alors qu'à Versailles, il y a plein d'endroits qui pourraient être mis en avant et qui ne sont presque pas visités parce qu'il n'y a pas de gardien, parce qu'ils veulent voir le chambre du roi. Peut-être qu'il y a un problème d'éducation aussi, de faire venir les gens dans des endroits qui sont beaux et qui sont moins connus. Prenons un exemple en Italie. Des exemples en Italie. Voilà, là on est Piazza della Signoria, à Florence. C'est une photo que j'ai prise. Je n'ai pas pris exprès pour ce... En général, je ne prends pas les gens. Là, je ne pouvais pas faire autrement. Piazza della Signoria, il y a un monde fou. En fait, les gens à Florence, ils vont de la Piazza del Duomo à la limite au Palais Pitti. Et encore, le Palais Pitti se visite très facilement. Et en passant par le pont, par le Rialto, et c'est là que la foule est là. La foule est là. Mais si vous allez un peu plus loin à Florence, dans des endroits aussi beaux que la Piazza Santa Annunziata, où il y a un nouveau musée d'ailleurs, dans l'hôtel d'hôpital, il y a un nouveau musée, il y a une église, il y a une place magnifique. Et bien là, il n'y a plus personne. Ce qui veut dire en fait que se poser la question du tourisme et du patrimoine, d'abord, le tourisme ne doit pas légitimer la destruction du patrimoine, et deuxièmement, il faut se poser la question comment amener les touristes là où ils seraient utiles. Je prends l'exemple de Florence. Évidemment, Florence n'a pas besoin de plus de touristes, mais
Pour une visite confortable de Florence, il serait agréable que les touristes se répartissent un peu plus partout. Si vous allez aux offices, vous allez faire la file d'attente, réservation, un monde fou dans le musée. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la sculpture a plus mauvaise presse ou n'est pas aussi connue, au Bargello, qui est l'équivalent des offices pour la sculpture, où vous avez des œuvres quand même de tous les plus grands sculpteurs italiens, eh bien il n'y a personne. Vous entrez comme ça. Donc je pense qu'on ne se pose pas suffisamment la question, et je pense que c'est un point important de se poser la question, pourquoi est-ce que les touristes vont là et pas là? Il y a vraiment un problème d'éducation, il y a un problème de communication, je pense, il y a un problème de... Tous ces problèmes-là, on ne se les pose pas vraiment. Et finalement, on se dit finalement le tourisme va tuer le patrimoine. Non, il pourrait très bien le mettre en valeur, parce qu'en revanche, il y a des endroits, là je prends un exemple, ça c'est merveilleux, ça j'étais cet été, comme j'étais touriste cet été, je suis allé à Moutier-Saint-Jean. À Moutier-Saint-Jean, qui est un petit village de Bourgogne, qui n'est même pas dans le guide vert. Alors je l'ai signalé au guide vert, ils vont peut-être le mettre quand même. Vous avez une ancienne abbaye, enfin les restes d'une ancienne abbaye. Malheureusement, toute l'abbaye romane a été détruite à la Révolution, mais il reste un bel ensemble monastique du XVIIIe siècle. Et vous avez ce jardin que j'ai découvert par hasard. Je ne serais pas allé me promener, je n'aurais pas vu, il n'était pas dans le guide. C'est un jardin du XVIIe siècle, le jardin Cœur de Roi. Et ce jardin est absolument extraordinaire. On dirait un jardin italien placé en pleine Bourgogne. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule, pas beaucoup là à ce moment-là, mais c'est un jardin, c'est pas les fleurs qui sont là, c'est les fabriques, espèce de fabriques, des portes. Enfin, c'est absolument merveilleux. Eh bien, il n'y a personne, évidemment. Les propriétaires sont assez généreux pour laisser le jardin ouvert. On peut rentrer comme on veut. On ne paye pas. C'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment... c'est un jardin qui mériterait d'être connu. Parce que c'est pas parce qu'il y aura 10 fois plus de personnes qu'actuellement qu'il sera menacé. Et il n'y aura jamais 10 fois plus de personnes qu'actuellement. Donc, ici, si les gens visitent le jardin, ça attire aussi... Le fait d'avoir des touristes en nombre raisonnable, ça attire l'attention sur le patrimoine. Donc ça le rend utile. Et pour les élus, un patrimoine qui est utile, c'est un patrimoine qu'il faut entretenir. Donc ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que les élus, c'est eux qu'il faut convaincre d'entretenir le patrimoine. Et également pour l'économie locale. Moi, ça ne me choque pas qu'on dise que le patrimoine peut servir l'économie. Elle peut le servir. Et donc pour l'économie locale, quand les gens s'arrêtent, eh bien ils s'arrêtent, ils vont prendre un café, ils font des courses, éventuellement s'il y a un droit pour payer quelques euros, ils le payent. Donc ça, c'est utile. Donc vous voyez que le patrimoine, ça peut être le pire ou ça peut être le mieux. Et je vais pas rester trop longtemps parce que je pense qu'on peut débattre, ça sera très intéressant de débattre. Le dernier, voilà, ça c'est... Oui, je pourrais rester des heures là-dessus. C'est une peinture murale de Saint-Méry. Si je ne me trompe pas, c'est Amaury Duval. À Saint-Méry. Et dernier exemple, donc c'est à Paris. À Paris, le tourisme. Je ne sais pas si la municipalité se soucie du tourisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez rentrer dans Notre-Dame de Paris, vous aurez beaucoup de mal, parce qu'il y a une file d'attente invraisemblable, qui met en péril Notre-Dame de Paris. Il y a trop de monde. En revanche, si vous allez à Saint-Méry, si vous allez à Saint-Vincent-de-Paul, si vous allez à je ne sais pas, toutes les églises quasiment parisiennes, vous avez quasiment personne. À Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, il n'y a personne. C'est une des plus belles églises de Paris. Donc, comme il n'y a personne, les élus se disent c'est pas intéressant. Enfin, bon, de toute façon, ça ne les intéressera pas de toute façon, hein, parce que Paris ne s'intéresse pas au patrimoine, ça c'est un fait. Mais en tout cas, s'il y avait du monde qui visitait ces églises, peut-être qu'ils se diraient ah, quand même, bah, finalement, ça fait venir des gens. Donc, regardez ce que ça donne, un patrimoine sans touristes. Ça donne ça. Parce que finalement, il n'y a pas de touristes qui viennent voir ces œuvres-là. Il n'y a pas de touristes qui s'indignent du fait que ça soit dans cet état-là. Personne, tout le monde s'en fiche que ça soit dans cet état-là. Donc c'est un patrimoine qui meurt. Donc voilà, le patrimoine, ça peut être ce qu'il y a de pire. Le tourisme, le patrimoine, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Le tourisme, c'est peut-être ce qu'il y a de pire, et ça peut être ce qu'il y a de mieux. Simplement, c'est une question de mesure, comme dans tout. Merci Didier. Jacques Moulin, je vous donne la parole. Bonjour tous. Je vois qu'il y a quelques sujets de convergence malgré l'intitulé de notre conférence sur les divergences entre patrimoine et tourisme. Le monde de la culture n'échappe pas aux règles communes. Comme partout, on y croise grandeur et médiocrité, les plus brillants esprits comme les plus pénibles charlatans. Seul avantage sur d'autres domaines, on ne s'y ennuie jamais. Depuis 1984, j'ai donc suivi avec un intérêt gourmand le petit ballet des postures culturelles vis-à-vis du tourisme. Longtemps, la découverte des autres et la découverte du monde,
le tourisme, dirait-on aujourd'hui, ont représenté un idéal de culture. C'est l'empereur Adrien parcourant les monuments de Grèce et d'Égypte qu'il faisait restaurer par la même occasion. C'est le passage presque obligé par l'Italie des artistes des XVIe et XVIIe siècles. Ce sont les aristocrates du Grand Tour émerveillés par la Renaissance et l'Antiquité. Dans cette curiosité du monde dont l'histoire de l'art est le produit, le XXe siècle n'est pas resté en retrait. On se rappelle Victor Ségalen, médecin de formation, découvrant l'art des îles du Pacifique, puis remontant le fleuve Jaune à la recherche des sculptures chinoises. C'est la création du National Trust en 1895, puis celle de la Caisse nationale des monuments historiques en 1914. Ce sont les premières ouvertures au public des châteaux privés en 1936, Longleat en Angleterre, Sully-sur-Loire en France. Si le tourisme rassemble aujourd'hui les conférences d'entreprise, les bains de mer et les parcs de loisirs, qui relèvent d'autres pratiques que celles de la culture, il offre aussi de vraies ambitions culturelles, intellectuelles, de vraies opportunités de découverte et une fréquentation démultipliée des salles de concert ou des musées. Dans ce contexte, on pouvait rêver que notre époque, avec le développement exponentiel du tourisme qu'elle connaît, serait appréciée par le monde culturel comme une chance, voire un aboutissement. Ce fut le contraire qui arriva. Lorsque j'ai osé proposer d'intégrer les restaurations de Provins dans une démarche de développement économique et touristique, il y a 30 ans, j'ai vu nombre de mes interlocuteurs se pincer le nez. Et j'ai bien été obligé de constater que le tourisme était perçu par certains acteurs comme un intrus, une gêne, voire un abus. Aujourd'hui encore, un rapprochement, comme celui tenté par ce salon du patrimoine, reste une hardiesse que seule une hypothétique manne financière permet de dépasser. Je rappelle quand même que Provins ne figurait pas dans le guide vert de l'Île-de-France, qu'il y avait des chèvres dans les fossés des remparts et que la ville littéralement croulait sous plus de 70 monuments classés dont elle ne savait strictement que faire. Alors, pour mieux comprendre cette antinomie récente entre tourisme et patrimoine, quelques écrits méritent d'être rappelés. À Provins, même si le maire de l'époque, Alain Perfit, était un élu et un intellectuel du plus haut niveau, il était financièrement impossible de proposer à la ville une dépense qui ne fût pas associée à un revenu. Ni l'État, ni les différentes collectivités ne pouvaient échapper à l'équation élémentaire selon laquelle il ne pouvait y avoir de financement public sans retour public. Qu'une association locale m'est ensuite accusée d'avoir fait œuvre pornographique, je cite, au tympan de l'église Saint-Ayoul m'a fait sourire. Mais j'ai trouvé plus significatif que Françoise Choët écrive dans l'allégorie du patrimoine, je cite, « En France, la restauration inventive a trouvé un nouveau souffle. À Provins, on a ajouté aux remparts des machicoulis qui n'existèrent jamais et on a recomposé le vénérable tympan de Saint-Ayoul, il s'était effondré entre parenthèses, afin de le rendre plus aimable. » Bon, peu importait à Françoise Choët que la restauration des remparts ait été menée avec les principaux spécialistes des fortifications médiévales, qu'elle ait été dûment examinée et approuvée par plusieurs reprises par toutes les instances patrimoniales et qu'aucun machicoulis n'ait jamais été restitué nulle part. Le simple fait que le projet s'inscrivait dans une politique touristique le rendait irrecevable par une universitaire. Munie de cette caution, d'ailleurs, Anne Ponce écrivit peu après dans l'Express, je cite, « Provins mutilé, 42 monstrueuses bornes en matériaux exclusifs, entre parenthèses, l'illusion de la pierre reste parfaite, défigurent la place Saint-Kyrias, restaurée et aménagée pour les touristes. Les tilleuls ont été massacrés pour replanter des érables nains et des mannequins peuplent le chemin de ronde des remparts. » Là encore, peu importait qu'il n'y ait jamais eu de mannequins sur les remparts, que les bornes aient été en vraie pierre et que les tilleuls moribonds aient été remplacés par d'autres tilleuls. Le seul rapprochement entre tourisme et patrimoine était condamnable. Alors, je suis toujours rassuré qu'une critique use de contre-vérité, ce qu'elle n'a pas d'argument plus sérieux à faire valoir. Mais l'expérience provinoise affirmait que la bonne foi n'appartient pas nécessairement au débat culturel. La restauration du château de Chabrol le confirma. Laissé en ruine par son propriétaire, la ville de Paris, une nouvelle fois, le château était implanté dans un désert humain aux marges de la Beauce et de la forêt d'Orléans, trop abîmé pour être repris par des particuliers et trop petit pour abriter un équipement public. Son acquisition par le département du Loiret était donc une chance. Après 4 ans de travaux destinés à l'ouvrir au public, dans le cadre d'un plan de développement départemental du tourisme, Anne-Marie Lecoq lui consacra 12 pages de la Revue de l'Art.
journal d'histoire de l'art prétendument sérieux, sous le titre « Chabrol, le patrimoine dénaturé ». Je passerai sur les erreurs scientifiques, les affirmations sans fondement et les jugements arbitraires d'Anne-Marie Lecoq, pour ne retenir que le fond de l'argumentaire. Chabrol est, je cite, le symbole, le symptôme le plus complet qu'on puisse voir actuellement d'une maladie qui risque, si nous n'y prenons garde, d'atteindre la totalité du patrimoine français. Chabrol n'est qu'un vulgaire produit commercial. Viollet-le-Duc plus Disneyland, château en carton-pâte. La phrase de conclusion apporte la clé d'une telle violence. Je cite, « Les historiens de l'art n'ont pas simplement pour but de faire l'histoire du patrimoine pour leur compte et dans leur coin. Ils sont chargés de faire connaître cette histoire à leurs contemporains. Comment pourrait-il accepter sans réagir une telle dénaturation ?» In fine, ce qu'Anne-Marie Lecoq déplorait dans la restauration de Chabrol, c'était tout bonnement de perdre le monopole de pensée qu'elle ambitionnait d'avoir sur le patrimoine. Cet aveu touchant de naïveté révèle le cœur du conflit entre patrimoine et tourisme. Une banale lutte de pouvoir entre un milieu culturel récemment chargé du patrimoine, le ministère de la Culture, créé en 1959 et que tentèrent d'investir André Chastel et ses élèves pour y jouer les maîtres à penser, et le monde touristique qui dépend d'une autre administration et pour qui ce patrimoine représente également un enjeu essentiel. Une position aussi claire étant gênante à tenir publiquement, elle a toujours avancé masquée. Elle prit d'abord la forme de quelques divas bien connues de la Commission nationale des monuments historiques, qui, derrière leurs envolées lyriques, servaient très clairement les a priori d'un clan. Son avatar suivant fut l'association Momus, garante du bon goût patrimonial des années 90 et qui était principalement formée d'historiens de l'art plutôt médiocres, courageusement protégés par les pseudonymes dont ils s'étaient affublés. L'action de Momus a été relayée plus récemment par la Tribune de l'Art, à son tour courageusement protégée par l'obscurité d'Internet. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, je suis là. Justement. Je signe l'obscurité d'Internet de qui, de quoi. Enfin, arrêtez de dire n'importe quoi. Eh bien, nous en parlerons. Je sais pas, c'était un débat sur le patrimoine et le tourisme, vous transformez ça en une espèce de règlement de compte avec des gens qui ne sont pas là d'ailleurs, sauf moi. Bah c'est vous, c'est déjà pas mal. Je suis là. Eh ben, je ne suis pas anonyme sur Internet. Ah mais je pourrais préciser. Didier, je pourrais préciser. On va laisser finir Jacques Moulin et après, en effet, vous réagirez à ces propos. S'agissant du patrimoine, du rapport entre patrimoine et tourisme, vos propos ressortent de la même élégance scientifique que l'aile de vos prédécesseurs. À Chartres, le projet à vocation touristique de reconstruire la porte Guillaume est qualifié de délirant, absurde et nuisible. Versailles, régulièrement surnommé Versailles-Land, n'est plus qu'un parc de loisirs dont l'objectif principal n'est plus de conserver le patrimoine, mais de le rentabiliser. Garante de l'entre-soi pseudo-culturel, la Tribune de l'Art regrette que le quadrilatère Richelieu devienne un lieu grand public, comme si sa raison d'être n'était pas d'abord d'être consacrée à l'étude et à la recherche. Elle déplore qu'on y fasse grand, festif, ludique. Oui, bah j'espère bien, vous êtes là pour ça. La culture devant bien évidemment rester petite, triste et ennuyeuse, c'est bien connu, sans doute pour être certain qu'elle n'attire personne. Et c'est évidemment parce que je trouvais le château de Blandy-les-Tours, on pourrait passer quelques vues, c'est très drôle, ça ne marche pas. Je vous laisse manipuler ça. Pas assez spectaculaire, pas assez cher, pas assez réutilisable, que j'ai restauré ces toitures. Sur la flèche de Saint-Denis, où l'État et les collectivités publiques ne mettent pas un sou, je cite, on voit bien ce que l'architecte a à y gagner. Alors, on peut rire qu'un tel festival de vulgarité s'autoproclame arbitre des élégances patrimoniales. Je préfère pour ma part proposer deux pistes pour dépasser ces postures à la Monsieur Homais et rapprocher réellement patrimoine et tourisme. En premier lieu, l'histoire de l'art ne peut pas être réduite à un clan marginal attaché à une rente de situation. Lorsque vous, monsieur... Non, lorsque vous, Didier Richner, affirmez au sujet de la grille royale de Versailles, je cite, que l'immense majorité de la communauté scientifique s'accorde à la juger comme une aberration patrimoniale, c'est faux, et malhonnêtement faux, car c'est faire semblant d'oublier que cette grille a été voulue par des historiens de l'art reconnus, comme Gérald Van der Kemp, Pierre Lemoine, Jean-Pierre Bablon, qu'elle a été décidée en Commission nationale des monuments historiques qui compte d'éminents spécialistes, et que malgré une campagne insultante, elle reste très largement appréciée des visiteurs comme des savants. Même si je ne souhaite pas appartenir à la même
communauté intellectuelle, scientifique que vous. Voilà, vous voyez, au moins, on avait bien fait de se retrouver. Je connais peut-être mieux que d'autres les défauts et les qualités de cette grille. Et elle reste pour moi comme le retour d'une commode ou un tableau, disparu également des salons du château depuis plus de 2 siècles, une des principales valorisations qu'ait connue Versailles récemment. Dans le même registre, ce sont de vrais historiens et historiens de l'art qui soutiennent le projet de remontage de la flèche de Saint-Denis, aussi touristique que soit une de ses ambitions. Et ce sont encore de vrais amateurs d'art qui portent actuellement le projet de reconstruire les ailes et parterres détruits du château de Bournazel. Ne nous laissons donc pas impressionner par l'hystérie d'un blog nombriliste. Non seulement de telles actions n'enlèvent pas un centime à aucun programme de conservation du patrimoine, mais elles sont soutenues par de vrais spécialistes qui savent qu'une telle dynamique profite à tous les publics et à tous les monuments. Enfin, pour finir, mais c'est pour moi le plus important, permettez-moi de rappeler que la valeur monumentale et l'identité patrimoniale se sont principalement forgées sur la beauté des effets architecturaux, sur l'émerveillement d'une ville ou d'un jardin, comme sur l'éblouissement de leurs couleurs, de leurs matériaux, de leur diversité. Cette vérité patrimoniale qui faisait clinquer les toitures de Versailles, on peut mettre la suite, si vous voulez. Peu importe, mais également celle de presque toutes les toitures des châteaux et églises, est à l'opposé des comportements minimalistes qui cultivent avec masochisme le dernier état connu des monuments. Cette prétendue doctrine du dernier état connu est une pauvreté intellectuelle qui consiste le plus souvent à conserver les amoindrissements qui ont conduit un monument à sa ruine ou à son abandon. Quelle ambition, quand on sait à quel point elle est issue principalement de l'incapacité de certains maîtres d'œuvre à faire leur travail. Pour répondre à la conviction publique qui est gage de son succès, le tourisme invite les monuments à sortir de cette ornière, en leur redonnant, si nécessaire, leur pleine qualité architecturale et historique. Cela nous vaut aujourd'hui les nouveaux parterres de Chambord, le remeublement d'Azel Rideau et les épis de fêtage de Saumur. Tant mieux si ça bouscule un peu le renfermé intellectuel et les idées reçues. Et je vous remercie d'être là pour que nous en débattions. Alors, juste une chose, je me tourne vers Rémi Desalbre. S'il vous plaît, je suis... Non, mais je me tourne vers Rémi Desalbre parce qu'effectivement, moi j'ai eu la courtoisie de participer à un débat qui se transforme en espèce de tribunal, mais ça ne me gêne pas, moi je suis tout à fait prêt à répondre. Simplement, comme vous l'avez vu, je suis venu sans notes, j'ai fait quelque chose d'assez court, monsieur a besoin de ses notes. Bah oui, c'est vrai, c'est compliqué de lire sans notes, de parler sans notes. On va voir comment il se débrouille, mais je ne veux pas non plus transformer ça en débat à Jacques Moulin contre Didier Reckner, parce que ce n'était pas l'objectif, simplement, donc je me tourne vers Rémi Desalbre. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Moi, je suis prêt à parler de patrimoine et de tourisme, je suis prêt à débattre des heures avec M. Moulin, mais on n'a pas des heures, donc je ne sais pas, je me tourne vers vous. Moi, j'ai la correction de faire ce qu'on me demande. Je signalerai en plus que c'est quelqu'un du cabinet de M. Moulin qui m'a appelé pour me dire, surtout, on ne met pas en avant les différends avec M. Moulin. Je lui ai dit, bah non, bah, moi je suis quelqu'un de correct, on va parler de ce qui est débat, et puis on parlera entre gens de bonne compagnie. Enfin, entre gens de bonne compagnie, on a 3 à cette table. Non, nous souhaitons bien évidemment que ce débat puisse rester un vrai moment d'échange et pas... Attention, nous ne sommes pas là pour nous écharper, hein, même s'il y a des visions en effet différentes, mais des arguments souvent dans un camp et dans un autre. Donc Didier Reckner, je vous laisse en tous les cas peut-être approfondir certains points, parce que je pense que la position des historiens de l'art ou de spécialistes sur certains aspects peuvent tout à fait se défendre, parce que nous savons bien qu'il peut y avoir des écueils dans la restauration. Le débat n'est pas sur la restauration, il me semble. Enfin, moi, je peux parler de la restauration. Patrimoine. Je suis venu ici pour parler du tourisme et patrimoine. Voilà. On peut parler de la restauration, on peut parler de la restauration du château de Fontainebleau, par exemple. On peut parler de la restauration de la flèche de Saint-Denis, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif. Mais on peut parler de la flèche de Saint-Denis, par exemple, c'est un très bon débat. Monsieur Moulin a lancé un certain nombre d'accusations qui seraient trop long même de répéter ici, donc d'en parler de chacune serait difficile. Mais si vous voulez, on peut parler de la flèche de Saint-Denis, oui. La flèche de Saint-Denis, il faut savoir que donc, la flèche de Saint-Denis, comme vous le savez, a été détruite au XIXe siècle et que le projet est donc de la reconstruire. Derrière, effectivement, il y a tout un aspect tourisme, puisqu'on dit qu'à un moment donné, hein, il y a 2-3 ans, quand on en parlait, commençait à en parler, plus longtemps ça durera, mieux ce sera. C'est ce qui a été dit dans une conférence de presse où j'étais, où M. Moulin était dans un coin, parce qu'on ne savait pas encore que c'était M. Moulin qui reconstruirait ça. Donc, plus longtemps ça durera, mieux ce sera.
Je suis désolé, ça c'est le patrimoine pour le pire, parce qu'on ne fait pas un chantier sur un monument pour qu'il dure le plus longtemps possible, on fait pour qu'il soit le mieux possible, et le plus court possible en respectant ce qu'il faut faire. Donc cette tour qu'on nous a vendue, alors il a parlé de mensonge, moi je peux en dire un très simple, un mensonge très simple qui est venu de toutes ces personnes qui veulent reconstruire Saint-Denis. On nous a dit on va reconstruire avec les pierres qui existent encore, tout a été monté soigneusement, les pierres existent encore. Quand on voit sur place, on voit qu'il y a quelques pierres qui ont été mises derrière la basilique, qui ont été pourries. Et quand on interroge vraiment ce que j'ai fait, on a fini par nous dire mais non, il y aura peut-être quelques pierres qu'on va récupérer, mais l'ensemble vont être des pierres neuves. Donc les mensonges, Pardon, excusez-moi monsieur, mais je ne pense pas que la parole vous était encore donnée, on vous la donnera après si vous voulez. Ça change, cher monsieur, que ce qu'on construit, après on peut être d'accord, pas d'accord. Chacun peut débattre, on débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, vous pouvez être d'accord. Simplement, on reconstruit une flèche qui n'existe plus depuis un siècle et demi même, qu'est-ce que ça change? Alors, si ça change quelque chose, si ça ne change rien, pourquoi nous a-t-on dit on va la reconstruire parce qu'on a toutes les pierres? C'est pas moi qui l'ai inventé ça. Ce sont ça changerait parce qu'effectivement, si on avait toutes les pierres, on pourrait reconstruire à peu près comme c'était avec les mêmes pierres. Ce qui change déjà des choses. Je ne suis pas contre toutes les reconstructions, mais là, c'est pas le cas. Alors, s'il vous plaît, on ne va pas débattre d'un cas particulier, Je sais pas quoi débattre, mais néanmoins, il semble... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui relèveraient finalement de vraies réflexions de la part du ministère de la Culture. Je crois que nous attendons des débats. Éviter parfois de sortir de recettes ou de doctrines dans un sens ou dans un autre. Des écueils, il y en a aussi. Parfois, qui peuvent être malheureux. Il y a aussi de grandes réussites. Il y a des savoir-faire qui sont maintenus. Il y a des arguments voilà, je veux dire, et nous attendrions en effet de notre ministère de la Culture également qu'il puisse... On parlait tout à l'heure des commissions dont M. Moulin se prévaut. Elle a dit non à la reconstruction, mais elle a reconstruit quand même, c'est pas grave, le ministère n'en a vraiment rien à faire des commissions. Alors, volontiers, si vous me permettez simplement de répondre à une chose, j'ai pris quelques notes pour éviter de citer faussement vos propos. Je peux donc répondre pour le reste de manière extrêmement libre. Nous ne sommes pas venus parler des travaux de restauration, je suis tout à fait prêt à le faire, ni de Saint-Denis, ni de Chabrol, ni de Fontainebleau en particulier, je le ferai avec bonheur. Mais puisque vous abordez Saint-Denis, je vous signale que je n'ai jamais écrit dans des rapports qui sont publics et que vous pouvez consulter, mais parfois il faut peut-être un peu plus lire si vous voulez avoir le temps d'écrire des choses correctes. Là, je n'ai jamais dit que l'on réutiliserait la moindre pierre de Saint-Denis. Quant au tourisme, je crois avoir commencé il y a 25 ans la première ouverture d'un chantier public à la cathédrale d'Orléans. C'était à l'occasion de la restauration de la façade. Nous avions pu obtenir, et j'avais été le seul à le faire, un financement de l'Union patronale du Loiret pour ouvrir un circuit de visite des parties hautes et de la charpente et des terrasses des tours de la cathédrale. Durant 1 an, ce chantier a été ouvert au public. La réaction générale de la ville et du département a été de nous engueuler parce qu'on était obligé de terminer ce chantier qui avait reçu plus de 400 000 visiteurs par an. Ça a été une découverte du monument, de la ville, d'un chantier absolument fascinante. Et si aujourd'hui, ce relais, nous l'avons pris à Guédelon, nous l'avons pris à Provins, si aujourd'hui il y a 1 400 000 visiteurs payants, je précise payants non pas parce que je fais la comptabilité de Provins, mais comme je connais assez certaines comptabilités pipotées de bâtiments publics qui ne sont comptabilisés que par ceux qui se flattent à la fréquentation, là, je préfère avoir au moins cette comptabilité qui est objective. S'il y a aujourd'hui 1 400 000 visiteurs payants, c'est le résultat de cette démarche public de démonstration qu'un monument peut être quelque chose de vivant et pas simplement un ouvrage mort, que l'on peut à la fois y voir des gens, la vie et également la révélation d'un bâtiment dans d'autres composantes que celle de sa ruine. Oui, le public est aujourd'hui la seule capacité que nous ayons de diffusion du patrimoine qui n'est enseigné nulle part. C'est à travers une visite, aussi médiocre soit-elle parfois à Versailles ou ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais à travers cette capacité de démonstration des monuments qu'on peut trouver des passions. Et si il y a conservation du monument, c'est que parce qu'il y a des passionnés. On n'a jamais restauré, on n'a jamais conservé un monument pour lui-même. On ne le conserve que pour des gens, que pour nous, que pour nos successeurs. Vouloir les ignorer en pensant qu'il y a un dialogue personnel et limité entre le monument et soi-même est le meilleur garant de la ruine des monuments.
Je ne répondrai pas à ça, je répondrai simplement parce que je suis sur la fin, pourquoi pas, je suis d'accord, c'est pour nos successeurs qu'on les conserve, hein, qu'on les conserve et qu'on les restaure, pas qu'on les reconstruit. C'est pas tout à fait pareil. Mais je trouve ça extraordinaire quand vous avez une dialectique qui est vraiment extraordinaire, Monsieur Moulin. Je ne vous connaissais pas vraiment, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de parler ensemble, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est pas un blog, c'est un journal, mais c'est pas grave. Cher Monsieur Moulin, si les mots ont un sens, alors bon, je ne vais pas vous qualifier. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il est extraordinaire que vous disiez que je parle de Saint-Denis, de la flèche de Saint-Denis, on peut parler des restaurations si vous voulez, mais ce n'est pas moi qui ai entamé ce débat, c'est vous qui l'avez entamé. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, je pense que les gens ici sont assez intelligents pour voir que c'est bien vous qui avez entamé ce débat. On parle de patrimoine et de tourisme avec toutes les ambiguïtés, les insultes que vous cultivez dessus. Oui, les insultes, pour le moment, je ne crois pas qu'elles aient été de mon côté, mais c'est pas grave. je vous ai cité. Mais tout à fait, mais tout ce que vous avez cité, je l'assume parfaitement. S'il vous plaît, je pense que la Tribune de l'Art est un journal quand même très utile dans le débat. Numéro de commission paritaire, ce que n'ont pas les blogs, je le rappelle à M. Moulin qui ne sait pas ce que les mots veulent dire. Très utile pour la conservation, la valorisation du patrimoine. Voilà, il y a des articles que certains peuvent contester. Je pense que vous pourriez parfois envoyer en effet à M. Rickner dans le cadre d'un droit de réponse, tous les droits de réponse qu'il veut. Je suis heureux de voir que les articles portent. Je vais donner la parole à la salle. S'il vous plaît. Oui, je vois là-haut un intervenant. Vous pourriez vous lever, parler assez fort, s'il vous plaît. Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que si on répartit mieux les personnes, de toute façon, il y aura toujours plus de monde. Mais enfin, pour Versailles, il y a une solution, la seule solution possible pour Versailles, qui devrait dû être prise depuis longtemps, c'est de limiter le nombre de visites, comme on le fait à l'Alcazar, comme on le fait dans beaucoup de monuments en fait en Europe. Quelques monuments qui sont trop visités, on réserve et puis on arrive, on a des bonnes conditions de visite. C'est la seule solution. Donc si on fait ça, de toute façon, effectivement, il y aura des visiteurs qui iront peut-être voir des choses qui sont moins vues. Mais vous savez, entre être pas vu du tout et être trop vu, il y a vraiment, il y a quand même tout un. Prenons l'exemple d'Orléans. Il y a une église qui s'appelle l'église Notre-Dame de Recouvrance, où il y a de très belles peintures murales d'Hippolyte Lazerge, qui est un peintre qui a beaucoup peint à Orléans. Il y a des œuvres dans le musée d'Orléans. Il pourrait y avoir, le musée d'Orléans connaît une renaissance depuis 2 ans extraordinaire, hein, qu'on doit effectivement au nouveau maire et puis à la conservatrice, la directrice qui a été recrutée, c'est un des musées les plus actifs maintenant de France. Donc et ça fait venir du monde. Donc c'est du patrimoine qui fait venir des touristes, et ça c'est très bien. Eh bien, il y a des œuvres de Lazerge, d'Hippolyte Lazerge, qui est un bon peintre au XIXe siècle, qui sont dans le musée. Si l'église était restaurée, parce qu'elle a besoin de restauration, on pourrait très bien envisager un circuit, par exemple, les envoyer les gens du musée. Si les gens ne savent pas qu'il y a cette église, ils ne diront pas. Si cette église est ouverte et que dans le musée, quand ils visitent le musée, on leur dit allez visiter l'église Notre-Dame de Recouvrance, elle fait partie également, ça fait partie de l'ensemble de ce qu'on peut voir à Orléans. Les gens iront et ça permettra, et si on restaure, ça sera que du bon. Il n'y aura jamais trop de monde de toute façon au musée d'Orléans ou à Notre-Dame de Recouvrance. Là où il y a vraiment trop de monde, c'est vraiment quelques points très précis. Puisqu'on parle de patrimoine et d'Orléans, je rappelle que c'est l'ouverture au public touristique de la cathédrale et notamment de ses parties hautes qui avait permis en son temps que l'église et la cathédrale puissent conserver le tableau de Zurbaran qui est sur ses murs et qui était bien évidemment convoité par le musée. C'est-à-dire un mouvement anthropique absolument contraire à celui de la diffusion touristique. Je rappelle également que tous les exemples que je citais et qui ont fait l'objet de l'ire d'un certain nombre de personnages culturels avaient une fréquentation égale à 0. Fréquentation de Provins il y a 30 ans, 0. Fréquentation de Chamerolles, 0. Fréquentation de Blandy-les-Tours, 0. Ce sont des monuments qui ont été sauvés par le tourisme. Mais là, on parle de restauration, de restaurer des monuments. Moi, je suis d'accord pour restaurer des monuments. Je ne suis pas toujours d'accord quand c'est M. Moulin qui s'en occupe, mais je suis d'accord pour restaurer des monuments. S'il vous plaît, une autre question. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes dans un pays qui a une diversité de patrimoine et diversité de touristes. Et il y a d'autres continents qui ne connaissent même pas cette notion de patrimoine et le tourisme.
même s'il y a ce qu'on appelle les architectures vernaculaires ou patrimoine vernaculaire, impossible. Mais ma question, si vous voulez seulement, c'était une parenthèse. C'est par rapport à la ville d'Orléans. Comment s'est fait la restauration? Est-ce que les entreprises ont été sélectionnées par la mairie ou c'est des appels d'offres? Est-ce qu'il y a un respect des matériaux pour ces... Merci. Oui, donc tout le travail de restauration est géré sous les critères de la ZPPUP, enfin anciennement ZPPUP, donc qui stipule que tous les matériaux trouvés sur la façade, on doit restituer les mêmes matériaux ou des matériaux équivalents. Donc il y a une conservation de ces matériaux ou de l'aspect des modénatures et autres. Voilà. Juste sur les parties de patrimoine, parce que bon là on parlait beaucoup de monuments et autres, mais pas, moi je m'occupe d'une ville. Moi mon problème c'est le touriste dans la ville et comment le patrimoine et comment les espaces publics se combinent. Et par rapport aux entreprises, c'est pour ça que je faisais ce petit crochet, en fait les éléments déstructurants du patrimoine orléanais, c'est la volonté par les élus de mettre une signalétique sous la forme d'un pavé de sol qui va faire disparaître l'ensemble des trottoirs et les redistributions aussi des couleurs d'une toute autre manière par rapport au type de revêtement qu'on pouvait avoir au 19e. Il y avait de trois natures, terre battue, pavé de grès ou silex. On croit que tout était en pavé de grès, avec des trottoirs, des trucs comme ça et tout. Et donc, en effet, je me suis souvent interrogé de savoir, mais quelque part, est-ce que finalement on conservait super bien les façades et puis l'espace public, allez hop, plus c'est blanc, plus c'est beau, grande politique d'envellissement, et pourquoi pas mettre une fontaine, comme les élus en avaient à un moment donné envie. Mais je pense qu'il y a toujours cette notion de la perte et du débordement. Et moi, je l'observe dans les entreprises qui ne sont pas certifiées. N'importe quelle entreprise peut intervenir. On est en effet, c'est pour ça qu'on avait mis en place un contrôle scientifique et technique très serré, c'est qu'en effet, on est en fait dans, si j'ose dire, dans tenir la ligne, comme diraient les militaires au XVIIIe siècle, tenez la ligne. Il faut tenir l'exactitude de la forme et du geste, souvent d'artisans qui apprennent ou qui découvrent le geste en même temps sur la façade. Et donc tout cela fait ce qu'on appellerait une esthétique du débordement, qui vient remplacer en quelque sorte la patine ou l'usure du temps. Et ça, c'est une chose que j'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez, sur cette notion du débordement, qui vient se substituer à l'absorption dans la notion un peu de forme pure que le patrimoine a l'air ici de s'opposer. Voilà. Nous allons revenir, oui, sur les questions de surfréquentation de monuments. Voilà, la question aussi pourrait se poser de savoir s'il ne faudrait pas, tout au moins dans le cadre des missions de l'État, donc du contrôle scientifique et technique, tout simplement définir des conditions peut-être d'accès ou établir des prescriptions avec l'idée qu'un monument, oui, puisse évidemment vivre et être ouvert largement au public, mais en même temps sachant qu'une surfréquentation peut dégrader un monument. Voilà, ça peut être aussi la mise en place de passerelles ou d'accès limité avec une expertise que seul en effet aujourd'hui l'architecte spécialisé, l'architecte restaurateur a dans le cadre d'un projet, mais avec certainement assez peu finalement d'échanges avec les services et les conservateurs pour savoir quelles sont les salles ouvertes, mais aussi peut-être quelles doivent être les limites dans une intervention pour ouvrir largement au public. Pour reprendre cet exemple de trop de touristes, c'est nuisible, pas assez, c'est assez. C'est nuisible aussi. À Abou Simbel, quand je m'y suis rendu il y a longtemps, je me rappelle, il y avait tellement de monde, il y avait des gens avec des sacs à dos qui frottaient contre les peintures, contre les parois, donc ça les abîmait. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde à Abou Simbel et le patrimoine me semble aussi menacé. Donc oui, donc je pense qu'il faut effectivement réfléchir. À Versailles est très grand, les parties les plus visitées ne sont pas si étendues que ça par rapport au reste. Il faudrait envisager de mettre en place, je le dis, c'est même incroyable qu'on ne le fasse pas, et c'est même, criminel n'exagérons pas, mais c'est pas bien de ne pas le faire, parce qu'on abîme le château. Donc il faudrait mettre en place des quotas de visite, comme ça se fait dans d'autres endroits, et pour les personnes qui n'auraient pas la place à ce moment-là, on leur proposerait d'autres visites dans le château, et puis de revenir le lendemain ou le surlendemain. Mais il faudrait absolument faire ça. En tous les cas, cette question de confort de visite que vous avez abordée tout à l'heure est essentielle et malheureusement peut-être assez peu débattue et prise en charge finalement par... Il n'y a pas de débat, au ministère de la Culture, on n'en parle pas vraiment. Ministère de la Culture. Il n'y a pas de débat. Oui. Vous avez un micro ou on vous écoute ? Merci d'avoir organisé cette réunion, même
Ah ok, chorale peut-être. Il y a au moins deux pistes sur cette question, qui est une question qu'on se pose en permanence. Alors, d'une part, certains des monuments que j'évoquais tout à l'heure faisaient partie de ce patrimoine oublié. La politique de restauration est pour le tourisme les a révélés et a créé un patrimoine et une visite et un développement et une prise en compte du patrimoine sur tout un secteur. C'est le cas de Chabrol où strictement personne ne s'arrêtait. C'était un désert entre Fontainebleau et Orléans, il n'y avait personne. Depuis qu'il y a des gens qui viennent à Chabrol, des gens visitent autour un certain nombre d'églises, visitent un certain nombre de châteaux, et tout d'un coup, il y a une prise en compte du patrimoine. Je crois qu'il y a un effet qu'on a un tout petit peu oublié. Le tourisme, ça peut être la pire et la meilleure des choses, c'est évident, comme la gastronomie. On peut passer un excellent repas, si on en fait 6 de suite, on est tous malades. Ça ne remet pas en question la gastronomie. Il y a quand même une logique touristique qui consiste à privilégier un certain nombre de monuments locomotives. Ça peut paraître caricatural, mais puisqu'on parle tourisme, il y a des techniques dans le tourisme. C'est parce que l'on développe un certain nombre de sites, c'est parce qu'on rend convaincant un certain nombre de monuments que d'autres autour en bénéficient. C'est une politique strictement bénéfique, puisque, encore une fois, tous les exemples que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est Provins, par le succès de Provins, qui a permis de développer Blandy-les-Tours, et maintenant toute une politique de protection du patrimoine et d'ouverture au public d'un certain nombre d'églises méconnues, Rampillon, Champeaux, etc., dans le département de Seine-et-Marne. Donc cet effet locomotive, il faut savoir l'assumer. Il faut que la culture connaisse les recettes du tourisme pour qu'elle en profite. Le deuxième point, et ce n'est pas aussi un point idiot, il est purement touristique, c'est la concurrence. Quand vous voyez, il y a 40 ans, ce que représentait l'Europe pour des Japonais, des Hindous ou des Chinois. C'était le best-of de la culture européenne. C'était Florence, Rome, Paris, Londres, etc. Aujourd'hui, les mêmes circuits proposés à ces étrangers qui voient l'Europe de l'extérieur du bocal vous proposent une visite dans les fjords norvégiens, vous proposent un certain nombre de villages du nord de l'Europe avec des petites maisons peintes en couleur, vous proposent un patrimoine d'une toute autre nature. Alors d'une part, il faut que les têtes d'affiche s'en méfient parce qu'aujourd'hui, une ville comme Prague, qui d'un point de vue patrimonial, la cathédrale est pratiquement intégralement moderne, il ne faut pas l'oublier, est une création artificielle datant d'entre les deux guerres pratiquement. Eh bien, ces villes aujourd'hui sont parmi les plus fréquentées d'Europe, au détriment d'un certain nombre de grands monuments connus. Cette concurrence, elle est formidablement diverse et elle est formidablement stimulante. C'est la meilleure conviction possible auprès d'un certain nombre d'élus qui souhaitent que le tourisme arrive chez eux. C'est intéressant d'entendre un architecte en chef des monuments historiques parler de concurrence, parce que c'est justement ce qu'on regrette qu'il n'existe pas suffisamment dans cette profession. Au cas où vous ne le sachiez pas, nous sommes en parfaitement libre concurrence depuis pas pour tous les monuments, vous serez d'accord. Ça s'appelle un concours, c'est drôle, il faut peut-être que vous compreniez. Pas pour tous les monuments. Sur les monuments de l'État, ça s'appelle un concours. C'est une forme de concurrence intellectuelle. C'est une chose que vous ignorez sans doute. Quant à tous les autres monuments, ils sont libres d'accès à tous les architectes. Il faut peut-être s'actualiser un peu. Certains gestionnaires de monuments aimeraient bien passer par d'autres personnes, parfois. Une autre question, s'il vous plaît, là-haut. Non. La dernière, alors. Non. Une intervention, oui, s'il vous plaît. Alexandre Gady, s'il vous plaît, donc professeur en Sorbonne
d'autres universités internationales, mais c'est vrai que c'est très annexe. Deux choses. Une, mais je ne peux pas en parler avec M. Moulin parce qu'on est trop en désaccord, mais je rappelle qu'il a oublié un point très important de son investissement pour les monuments. On n'en parle jamais parce que c'est très vulgaire, c'est comme le tourisme dans l'ancien temps. C'est les émoluments que certains architectes gagnent, plus ils reconstruisent, plus ils fabriquent du faux patrimoine. La deuxième, oui, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. La deuxième chose, C'est tout un fait, c'est un fait, c'est un fait. excusez-moi, c'est un fait. On peut citer des cas très intéressants de chantiers qui ont été repris à la suite de M. Moulin et qui ont coûté 4 fois moins que le projet de M. Moulin, notamment au château de Fontainebleau. Lequel? C'est faux. Le théâtre de Fontainebleau, mon cher. Monsieur, le triple du budget que j'avais proposé. C'est totalement... Je vous demande d'apporter vos preuves. En bon historien, vous êtes censé connaître ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous prétendez ce qui s'est fait avant, appliquer la même méthode scientifique d'information et de diffusion. C'est vous qui l'avez fait. Bah, il utilise vos techniques. C'est que le monument le plus populaire à visiter de France, ça s'appelle aujourd'hui Disneyland Paris. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous interroge tous. Quand on a créé Disneyland, nous avons regardé ça comme Français, comme propriétaires d'un immense patrimoine. Nous avons regardé ça avec un peu de ricanement, n'est-ce pas, en disant les gadgets des Américains, etc. Aujourd'hui, implanté en France, Disneyland Paris représente, par ses techniques de management, par le produit qui est offert aux visiteurs, quelque chose qui nous touche tous parce que ça finit par, comme on dit en très bon français managérial, impacter notre propre pratique du patrimoine, notre propre regard sur le patrimoine, notre propre façon de consommer le patrimoine. Moi, je fais faire beaucoup de visites avec les étudiants. On enseigne d'ailleurs le patrimoine, je le rappelle, même à l'école de Chaillot. Et il se trouve que quelquefois, les étudiants disent on va voir un monument, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il n'y a rien, il y a le monument. Nous avons, et ça c'est aussi la culture évidemment d'Internet, de tous les gadgets que nous avons une espèce d'appétit de consommation rapide et immédiate, alors que le patrimoine, qui a une très forte densité historique, il nous demande un effort et une toute petite mise en perspective qui est très difficile à rendre compatible avec le tourisme de masse. Mais je suis comme Didier Rigner, je pense que le tourisme de masse, c'est un... Alors, Bernanos s'en plaignait en 1945 en disant les gens vont prendre les avions et ils vont sortir de chez eux au lieu de rester bêtement chez eux. Mais on peut aussi considérer que c'est une chance, mais on ne doit pas devenir l'esclave de ce patrimoine. C'est ça de ce tourisme. La difficulté, c'est de ne pas fabriquer du faux patrimoine en faisant croire qu'on va attirer mieux le tourisme. Là, il y a un point d'équilibre qu'on n'a pas pu résoudre en 1 heure. Voilà, nous allons devoir malheureusement achever notre réunion. Merci aux intervenants, merci à vous tous d'être venus nombreux. Et puis, je vous propose de sortir et peut-être de continuer nos discussions. Merci.